La question concerne vos inspirations. Quelles lectures et traditions occidentales ont compté pour vous? Si vous pouviez nous dire. Oui. En fait, oui, comme Christophe disait, dans mon enfance, on lisait tout, en fait, et on était vraiment exposés aux littératures à la fois occidentales et orientales, ce qui a peut-être fait ce mélange assez curieux dans mes écrits, où tout en écrivant en français, on entend les cultures étrangères, je ne dirais pas seulement les langues étrangères, mais des cultures étrangères à l'intérieur de ces textes, qui fait que ce sont des textes plutôt hybrides, je dirais. Mais effectivement, dans mon enfance, les contes ont beaucoup compté, les contes et les mythologies. Ce sont peut-être les fondements même de ce que j'étais, je suis devenue en tant qu'écrivain. Et je pense aussi, donc on parlait des contes de Grimm, mais aussi les Mille et une nuits qui sont des contes cruels, où vraiment là on est dans une perception du monde qui est à la fois magique, mais à la fois terriblement sombre et cruel, justement. Ensuite, donc il y a eu cette mythologie, mais après, oui, du point de vue des auteurs qui restent, disons, à côté, enfin sur ma table de chevet, je parlerai de Toni Morrison, Virginia Woolf, Albert Cohen, donc son cycle. Bon, on connaît bien mieux Belle du Seigneur, mais il a aussi écrit un livre magnifique sur sa mère, après la mort de sa mère, donc le livre de ma mère. Je dirais Céline, Voyage au bout de la nuit, qui est aussi, qui se rapporte aussi à une autre question aujourd'hui de la moralité de l'auteur, disons, et de l'acceptation des œuvres, qui est aussi une question difficile. Je pense à là en ce moment, enfin ça fait de nombreuses années que je travaille, enfin que j'essaie d'écrire quelque chose sur Sylvia Plath, mais bon, je suis encore en train d'y travailler. Je ne sais pas si j'arriverai à terminer, mais voilà, donc je dirais pour ceux-là, ce sont ceux qui restent tout le temps près de moi. Merci infiniment. Un bon choix d'ailleurs, oui. Une question à Krzysztof. D'ailleurs, ça vient de notre collègue de Varsovie, Isabella Zatorska, toutes les deux questions. Le plaisir ou la peine de traduire, on dirait que notre conférencier produit une ou deux tous les ans, aisance et disponibilité enviée. Donc, c'est une remarque, mais je pense qu'elle peut produire aussi, provoquer une réflexion de ta part. Le plaisir ou la souffrance? Les deux. Je suis masochiste. Non, vous savez, ce n'est, bon, il y a des années, mais quand je suis revenu à la traduction avec justement le Saint-River d'Ananda Devi, c'était, je me sentais comme quelqu'un, comme un drogué. Les mains me tremblaient vraiment. Je me suis, parce que pendant une dizaine, une quinzaine peut-être d'années, j'ai interrompu mon travail de traduction et je dirigeais des séminaires de traduction littéraire. Et c'était, bon, à un moment, je me suis rendu compte que c'était, comment dirais-je, que cela ne me donnait pas de satisfaction parce que j'aime j'aime travailler, j'aime le contact avec les mots. Et puis, il y avait cette période où j'étais doyen et où j'avais parfois des petites plages d'une heure, de 2 heures, de 3 heures, et que j'aimerais utiliser intellectuellement, pour ainsi dire. Et la traduction m'est revenue à cause de ça, parce qu'elle était quelque chose que je pouvais faire. Je pouvais aller jusqu'à la page 105 et puis l'interrompre et dans une heure, dans une semaine, revenir à la page suivante, n'est-ce pas, pour reprendre la traduction en lisant éventuellement ce que j'ai fait. Et, et puis je constate que c'est un plaisir, c'est un contact extraordinaire avec l'auteur. Je ne l'ai pas dit, mais
Les hommes qui me parlent, Ananda dit qu'elle était, c'est un récit autobiographique, qu'elle est tombée amoureuse à l'âge, je crois, de 15 ans, et puis que son bien-aimé s'est marié avec une autre femme et qu'elle est montée à l'étage de sa maison et elle s'est demandé s'il faut sauter ou pas. Et voilà, elle voulait mourir. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dédoublée, voilà, et qu'il y avait, genre, comme dit Proust, le moi biographique, c'est-à-dire bon, la femme, la jeune fille qui voulait mourir ou bien qui n'est pas morte finalement. Et il y avait une autre Ananda, et que, bon, pour revenir à Proust, c'est le moi créateur, qui observait la première et qui disait, et comment décrire cette douleur, voilà. Et je me demande toujours, quand je traduis un Ananda, et surtout parce que nous échangeons parfois des mails, n'est-ce pas? Et je me demande, Ananda ne soit pas, j'ai un doute avec laquelle de ces Ananda je corresponds. Parce que quand je traduis le moi créateur d'Ananda Devi. Mais quand je t'écris, quand tu me réponds, quel Ananda me répond? Voilà. Mais c'est un plaisir, pour moi, c'est un plaisir inouï. C'est une sorte de méditation, je dirais. C'est une sorte de méditation que je peux, disons, commencer, interrompre selon les circonstances extérieures, voilà, selon mes horaires. Voilà, et c'est un contact de la pensée. Vraiment, c'est déchiffrer les intentions d'un auteur. Ce n'est pas si simple. Et quand je pose parfois à Ananda des questions désespérées, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? J'ai des doutes et elle m'a répondu une fois, tu sais, moi aussi j'ai des doutes. Ça ne m'a pas rassuré, mais cela m'a permis de dire, bon, tu es là, il faut que tu le fasses, un point, c'est tout. Et c'est le contact avec un esprit aussi fin, avec, tu sais, Ananda, parfois, quand il y a des passages difficiles, je dis, bon, je prendrai ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire en polonais, et l'autre, qu'est-ce qu'il veut dire en polonais. Bien sûr, il y a la syntaxe qu'il faut retravailler. Et puis, je relis ce que j'ai fait en polonais, je me dis, ah, je suis génial. Quand même, ça sonne d'une manière tellement inédite, parce que, bon, je ne traduis pas, disons, des modes d'emploi, quelque chose d'utilitaire. C'est un texte très subtil qui a parfois hum, il y a toujours plusieurs possibilités disons, de traduire chaque mot. Et il y a ces bifurcations qu'on évite parce que bon, on se dit si je vais de ce côté-là, je vais me perdre, alors je continue de l'autre côté. Et puis quand je suis de l'autre côté, il y a une nouvelle bifurcation ou trifurcation ou quadrifurcation, voilà. Et c'est vraiment c'est fascinant, c'est fascinant. Et je m'excuse pour cette anecdote sur deux Ananda, mais parfois, il est vrai que je me pose la question quand on se parle, quand on s'écrit. Et voilà, mais tout simplement, c'est un plaisir. C'est un plaisir qui demande un grand effort, mais ce n'est pas un effort, disons, infaisable. Ce n'est pas un travail infaisable. Si je le fais, si on lit ça, c'est que bon, j'ai réussi euh, je me compare à un artisan. Tu sais, il y a par exemple le premier qui a inventé, je sais pas, un motif graphique. Par exemple, dans le monde islamique, il n'y a pas de portrait, mais il y a ces motifs, disons, géométriques. Alors, toi, tu l'as inventé. À moi, j'essaie de le comprendre, de l'imiter. C'est vraiment quelque chose d'unique que tu ne sais pas combien de plaisir de cette sorte tu m'as procuré. Voilà.
Et puis, ma vision parce que j'ai dit, ce n'était pas de la coquetterie, j'ai dit au début que j'ai l'esprit totalement vide, parce que Ananda disons, m'envoie parfois des textes encore inédits. Et alors, je confonds, parfois je me surprends à confondre ce que je sais, euh, en disant, de toi, qu'est-ce que tu viens d'écrire. Par exemple, comme je l'ai dit, en septembre, Grasset publiera un excellent roman dont l'action se passe en Inde, si rien n'a changé entre-temps, Le rire des déesses. Oui. Et c'est un roman que j'ai connu dans une autre version, sous un autre titre. Alors ça, c'est fascinant. Et ça, je dois te dire que quand j'ai travaillé sur Gide, par exemple, je me disais, je fais de la nécrophilie. Voilà. Je travaille sur un auteur qui ne peut pas protester, qui ne peut pas réagir, à qui je ne peux rien demander. Et avec toi, c'est de la biophilie pure, voilà, qui est autrement intéressante, qui est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Avec cette dimension poétique en plus, cette langue extrêmement fine que Ananda Devi a dans ses ouvrages, je comprends que ce travail de traducteur est à la fois difficile, mais gratifiant aussi. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres remarques, d'autres interventions de salle? Oui, ouais, je voudrais poser une question à Madame Ananda et à Christophe également. Comme nous savons, nous avons appris, l'île Maurice possède un passé esclavagiste, n'est-ce pas, avec l'esclavage plantationnaire des Africains ou des descendants d'Africains. Je voudrais savoir s'il y a eu dans l'histoire culturelle de l'île Maurice une période où il y avait des religions syncrétiques afro-chrétiennes, comme le vaudou en Haïti, et si oui, est-ce qu'il y a une présence de cela dans l'imaginaire contemporain des écrivains mauriciens? Alors, je vais parler sous la correction des autres Mauriciens qui sont là, notamment Koumari, Youssouf. Je crois que oui, il doit y en avoir comme une espèce de rémanence donc de toutes ces religions africaines, mais elles étaient systématiquement en fait interdites parce que quand les esclaves étaient amenés à Maurice, on les séparait, on séparait ceux qui venaient d'un même pays ou d'une même ethnie pour que justement il n'y ait pas de reconstitution de leur culture d'origine, ce qui représente une forme de violence aussi extrême où c'est l'abolition de l'identité, disons. Donc vraiment l'effacement d'une identité d'origine qui a encore des conséquences aujourd'hui. Mais je pense que ces pratiques culturelles et religieuses ont survécu sous d'autres formes et que parfois elles se sont mélangées aux religions chrétiennes, notamment que tous les esclaves, pour la plupart, ont hérité, mais aussi dans on parle encore beaucoup de sorcellerie ou de magie noire, etc. Donc en partie, ça vient aussi de certaines pratiques indiennes, mais aussi je pense que ce sont des pratiques religieuses africaines qui sont restées. Mais donc je crois qu'elles nourrissent peut-être d'une certaine façon l'imaginaire des auteurs, mais on ne peut pas vraiment les identifier en tant que tels. Ça devient des pratiques un peu hybrides de Mauriciens, mais on ne peut pas vraiment les situer de façon aussi claire que, par exemple, quand quelque chose vient d'une origine, par exemple, la marche sur le feu, c'est très clair que ça vient du sud de l'Inde, etc. C'est beaucoup plus flou, mais c'est comme une sorte
sous-strates, je dirais, des cultures mauriciennes, des pratiques religieuses mauriciennes qui sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croit, hein, en fait. Moi, je n'en sais pas grand-chose. Ma connaissance de l'île Maurice limitée et littéraire. J'en ai retrouvé des traces, mais des traces très, très, très petites dans Made in Mauritius d'Amalcita Hull. Mais je me demande si ce n'était pas une invention des enfants, une subculture enfantine finalement, où il y avait, je ne sais pas maintenant comment c'était, mais il y avait Prince et bon, il y avait des personnages maléfiques qui disaient qu'évoquent les héros enfants de Sitterhell, mais je ne l'ai pas rencontré, disons, dans la vie réelle, étant à Maurice, mais j'ai entendu parler justement des cas de sorcellerie dont parle Ananda. Je crois même que dans Cathédrale, il y a une petite trame sorcelière, pour ainsi dire, voilà. Bon, mais ce n'est pas comme le vaudou, ce n'est pas très développé. Je crois que, et puis il me semble, c'est une intuition, peut-être qu'il y a des Mauriciens qui aimeraient m'éclairer ou nous éclairer là-dessus, que là, ce que nous entendons par les Africains, disons que les esclaves venaient d'Afrique, une bonne partie de ces esclaves venaient également de Madagascar. Alors, je ne sais pas si c'était une tradition africaine dans le même sens qu'aux Caraïbes, par exemple. Ou disons, cette migration venait de la partie occidentale de l'Afrique. Et peut-être que là-bas, disons, ces traditions familiales, tribales, je pense à la religion traditionnelle africaine, était plus puissante, voilà, ce que je crois. Je ne suis pas le spécialiste là-dessus. Merci. Merci. Merci à vous. Et j'invite les autres à participer de vive voix ou peut-être dans les commentaires. Tant que nous avons encore le plaisir d'avoir nos invités, profitons-en. Si je pouvais encore enchaîner de vive voix, alors le choix du prénom par Ananda Devik, enfin madame, je vous salue encore une fois et justement, je ne sais pas si ça pouvait être aussi pour quelque chose, mais j'ai trouvé ce prénom dans deux endroits assez éloignés, parce qu'une fois, c'est le nom d'une héroïne dans les Boutriers de l'Aurore de Jacques Rabé-Banazar, et c'est la jeune femme, n'est-ce pas, la fiancée du prince Krausar, je ne sais pas si je prononce bien, le protagoniste, l'un des deux hommes protagonistes de la pièce de ce poète malgache qui apparaît, en fait, qui donc incarne incarnerait la femme sensuelle, jeune femme sensuelle, et divinisée, à la fois rivale de l'île, merveilleuse. Et dans les poésies de Robert Edward Hart, il y a un sage Ananda. Et dans la seconde partie, peut-être, c'est par un dialogue avec ce sage que le sujet lyrique débute. Donc, je ne sais pas, en fait, donc on aurait peut-être ainsi, je ne sais pas si vous y avez pensé, hein, dans ce prénom. Ah, oui, d'accord, les deux côtés, j'oubliais, hein, les deux côtés, donc incarnation de féminité, incarnation de sagesse, les deux réunis. Oui, en fait, mes prénoms, les deux prénoms, Ananda Devi, ça a eu beaucoup d'importance pour moi dès mes débuts en écriture, je dirais, parce que j'étais aussi intéressée par cet aspect un peu de
des origines culturelles, et le mot Ananda en sanskrit, ça signifie béatitude ou épanouissement. Et vers l'âge de 13 ans, je m'intéressais beaucoup au bouddhisme et j'ai lu que donc l'un des disciples de Bouddha s'appelait Ananda. C'était un homme, parce que c'est un nom aussi masculin, plutôt masculin que féminin en fait. Et qu'il était celui qui doutait, qui lui posait toujours des questions à Gautama Bouddha, et que Bouddha aimait ce disciple-là parce que justement, il questionnait tout, il n'acceptait pas tout de façon aveugle. Et pour moi, c'était un des fondements aussi de mon propre questionnement par rapport à la religion, à la culture, à l'identité, etc. Donc, mes prénoms ont toujours eu une grande importance pour moi, un peu l'impression que je devais quelque part les vivre de manière intense. Et ensuite, quand je me suis mise à publier des livres, donc mon premier recueil que j'ai publié quand j'avais 19 ans, Solstice, c'était encore mon nom de jeune fille complet, Ananda Devi Nirsimlu. Ensuite, quand je me suis mariée, c'était le hasard qui fait que le nom de mon mari et mon prénom, en fait, ont la même origine, disons la même signification. Et je me disais, je ne vais pas signer Ananda Devi Ananden ou Ananda Ananden, ça me sonnait trop étrange. Et du coup, j'en suis restée à Ananda Devi en me disant que c'était aussi un nom d'auteur facile, peut-être un peu facile à prononcer. Mais aussi, finalement, c'était bien moi, c'était ni le nom de mon père, ni le nom de mon mari, mais mes prénoms à moi, et que ça me permettait d'être tout à fait cette personne-là, dans cette identité-là. Et donc, oui, c'est peut-être aussi pour ça que les noms des personnages aussi ont toujours beaucoup d'importance dans ce que j'écris. Et que ce sentiment du dédoublement dont parlait Christophe tout à l'heure est aussi très, très fort, parce que j'ai toujours eu cette sensation que quand j'écrivais, j'étais une autre, et quand je suis dans la vie quotidienne, je suis aussi une autre, et que parfois cette séparation, cette division est difficile à vivre, parce que d'un côté, j'ai une nature plutôt timide, de l'autre, plutôt téméraire dans mes livres, ce qui fait qu'il y a des moments où les deux ne s'accordent pas forcément quand je dois parler de mes livres. Mais je préfère l'identité de l'auteur, je dirais. Oui, mais dans Indian Tango, tu introduis le personnage et au Xe siècle en Inde, il y avait un moine bouddhiste appelé Ananda. Et Ananda s'était pris d'une très belle femme du village voisin, et il a commencé à la peindre, voilà, à sculpter, je crois, à la sculpter. Puis on l'a enfermé pour le punir, on l'a emmuré dans une cave. Et quand un officier, un soldat anglais, 10 siècles plus tard, disons, a ouvert disons, l'entrée de cette cave, il a trouvé partout des sculptures de cette femme et d'Ananda dans différentes positions amoureuses. Et Ananda tout d'abord, quand il a usé ses outils pour sculpter, il sculptait avec ses doigts, avec ses os, et pour ainsi dire, en payant de sa personne au sens propre du mot. Voilà. Et ce personnage, c'est, je crois, disons, un alter ego disons, de cette romancière mauricienne qui est la narratrice d'Indian Tango, voilà, et qui est éblouie par Bimala, c'est-à-dire par Subhadra, voilà, par cette femme de 52 ans qu'elle aime et qu'elle veut immortaliser. Alors, il y a le sitar, il y a puis Subhadra, comparé à Bimala, un personnage de Rabindranath Tagore, et surtout j'ai oublié le nom de ce metteur en scène indien qui a mis à l'écran La Maison et le Monde. Voilà. Et puis, il y a ce personnage, je crois que c'est un clin d'œil de toi. Voilà. Oui, absolument. C'est un peu une allégorie, disons, de tout le travail de création
Et effectivement, comme dans Indian Tango, c'était le premier roman où finalement je me suis vraiment quasiment mise dans la peau d'un des personnages et que je me réfère aussi à mon propre travail en disant méfiez-vous du mensonge du romancier. Et effectivement, le personnage d'Ananda à la fin qui disparaît finalement dans sa propre création, qui se mêle de façon tellement intime et organique à sa création que finalement ils deviennent un seul. C'est un peu le rêve de tout créateur, je pense, c'est de disparaître à l'intérieur de sa création. Effectivement. Et l'ange noir dont tu parles dans Indian Tango, c'est qui? C'est quoi? Dans Indian Tango, c'est aussi la première fois où j'ai cette idée de cet ange noir qui est un lecteur un peu anonyme, mais ou inconnu plutôt, pas anonyme, mais inconnu, invisible, qui lit par-dessus mon épaule. Mais ensuite, bon, comme j'ai un ami écrivain avec qui on échange énormément, également à travers nos livres, pas uniquement à travers des mails ou le téléphone, mais il y a une sorte de dialogue littéraire qui s'est établi avec lui. Finalement, dans Les hommes qui me parlent, je parle de lui comme l'ange noir parce qu'il est celui qui à tout moment va me pousser à poursuivre ce travail d'écriture, à aller plus loin. Donc c'est un écrivain togolais qui s'appelle Sami Tchak et qui aussi parle de moi dans ses livres et je parle de lui dans mes livres. Donc on a un dialogue à la fois littéraire et aussi personnel. Ça, c'était une question indiscrète. Alors, ce passage, j'étais transformé en un personnage littéraire méchant. Oui, mais vous voyez comme nous profitons tous ainsi, n'est-ce pas, de ces indiscrétions comme ça qui deviennent publiques finalement. Donc, c'est vraiment, c'est passionnant et on aimerait continuer, mais je vois que le temps passe et quand même, je crains qu'il faudra nous quitter. Ça a été vraiment pour nous tous, je pense, une aventure fantastique et nous vous remercions déjà. Je vous remercie au nom, d'abord en mon propre nom, au nom de la Pléiada, avant de passer la parole à notre présidente pour clore cette séance, mais vraiment tous mes remerciements pour cette rencontre fantastique et tellement riche. Voilà, donc je passe la parole au studio. Merci Anita. Je me joins au remerciement d'Anita. Merci Ananda Devi. Merci Krzysztof Jarosz. Merci pour vos livres, Ananda, et pour vos traductions, Krzysztof. Vous nous avez transportés aujourd'hui dans des territoires très lointains pour nous ramener enfin à notre humanité. Et c'est ça finalement qui est au cœur, je crois, de la littérature et qui fait qu'on est toujours intéressé, toujours prêt à entamer l'aventure. Et donc, permettez-moi encore une fois de vous remercier au nom de l'association académique de Pléiada de votre présence, de cette conférence et de cette rencontre magnifique et très riche. Permettez-moi aussi de remercier les membres du comité directeur qui étaient engagés dans l'organisation de cette rencontre, en particulier Anita et Agnieszka Driańska qui est en manette technique de cette rencontre, mais aussi à tous les membres, parce que chacune d'entre nous, je crois, a mis la main à la pâte et chacune à sa manière a contribué à l'organisation de cet événement. Donc, je remercie énormément mes collègues. Et puis, je remercie tous les participants. Et puis, dites également à vos collègues qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui que l'enregistrement sera disponible sur Facebook de Pléiada. Donc, et peut-être que certains d'entre nous voudront encore revenir sur certains passages et revoir certaines interventions. Donc, ça sera possible. Et puis, je voudrais annoncer déjà dès maintenant la conférence suivante qui aura lieu le 26 juin 2021 et qui sera donnée par Madame Elżbieta Biarska de l'Université de Wrocław, qui nous parlera des citations intersémiotiques en ligne. Donc, on sera dans une autre ambiance, dans une autre atmosphère, mais je pense que c'est quelque chose qui correspond très bien à notre profil philologique.
de s'intéresser, de s'ouvrir à des horizons très, très différents, aussi bien linguistiques que littéraires, que culturels, anthropologiques, avec Ananda Devi. Et c'est aujourd'hui, mais je pense que l'aventure ne fait que commencer. Et donc, je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure. Je vous remercie énormément à tous et à toutes pour cette rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, de m'avoir fait cet honneur et cette possibilité, opportunité de parler d'un écrivain aussi excellent qu'est Ananda. Oui. Oui, Bravo. merci Krzysztof d'avoir accepté. C'est quand même un défi important de parler en présence de l'auteur que l'on traduit, n'est-ce pas? Donc, oui, elles ont sorti de leur armoire la plus vieille pièce de leur musée. Les conférenciers suivants seront plus jeunes et auront des esprits plus agiles, je crois, que Quand même, il y a un peu de coquetterie là.